Une production du Studio SF. All right. Mon invité d'aujourd'hui a tellement de talent pour automatiser les business qu'on ne sait pas trop si en ce moment il est vraiment là ou si c'est juste un hologramme. Mon bon ami Sébastien Caron, comment ça va? Ça va bien, Charles? Comment ça va? Ça va super bien. Peux-tu commencer par me parler un peu? T'es qui? Qu'est-ce que tu fais? D'où tu viens? Puis ça ressemble à quoi ta business? Ben, dans le fond, je fais de l'automatisation web puis des funnels de vente depuis avril dernier, depuis avril 2019. Mais ça fait à peu près, je te dirais, 2 ans et demi que je travaille dans l'ombre à peaufiner mon expertise puis à travailler gratuitement pour les autres pour être, tu sais, le syndrome de l'imposteur, là, pour défaire ce syndrome-là. Puis c'est ça, je valorise mon expertise depuis avril dernier. J'ai commencé par de la consultation à l'heure sur comment créer des outils gratuits, comment faire de bonnes pages de capture, des pages de vente, pas l'écriture de la page de vente, le frame de la page de vente. OK. Puis après ça, ben là, j'ai continué avec des forfaits plus complets où ce qu'on allait en profondeur dans un peu plus le funnel de vente, l'automatisation de la business. Mettons, la personne prenait des appels pour closer son offre. Mais là, on automatisait autour de son appel. C'est ce processus-là. Exactement, pour les courriels de suivi et tout et tout. Puis là, je chemine vers une structure plus complète, une offre vraiment tout en un, 100%. On s'occupe à 100% des technologies. On aide la personne à définir son offre ou à restructurer son offre de service. On automatise presque tout ce qu'on peut dans son entreprise. OK. Puis en plus de ça, on fait aussi le suivi des données. Fait qu'en plus d'automatiser, ben, on va réoptimiser par-dessus plus tard pour être sûr que notre automatisation soit bonne, soit solide, puis soit vérifiée et vérifiable. OK. Puis mettons, là, de ce que tu me dis, j'ai l'impression qu'il y a 2 gros blocs, il y a l'automatisation, puis après ça, tu me parles d'optimisation. Mettons qu'on commence avec juste l'automatisation. Pour une business, disons, qui va en ligne, là, quelqu'un qui va vendre des produits en ligne, ça ressemble à quoi les possibilités d'automatisation? Parce que quand on s'en parle, nous, on sait ce que c'est, mais pour quelqu'un qui nous écoute, ça ressemble à quoi? C'est jusqu'où on peut aller dans l'automatisation d'une business? Ben, tu vois, je pars toujours de la prémisse que si la tâche est redondante, il faut l'automatiser. OK. Fait que dans cette optique-là, la plupart de ce qu'on nous fait offrir, la plupart de ce qu'on voit sur Internet s'automatise. OK. Fait que, tu sais, souvent, tu arrives à la problématique de « Oh, OK, ça se fait pas. » Mais ça c'est mon bout à moi de me dire « Ah, ben ça se fait pas, mais je suis sûr que ça se fait. » Fait que je vais trouver quoi. Mais maintenant, la question, c'est pas de savoir qu'est-ce qui s'automatise, mais plus qu'est-ce que tu veux automatiser. OK. Puis en partant de ça, ça te permet de pouvoir automatiser littéralement n'importe quoi. OK. Puis quand tu parles de n'importe quoi, c'est quoi le service à la clientèle, les ventes, comment ça marche? Ça dépend à quel point tu veux devenir un automate, mettons, robotiser ton entreprise. Mettons, je vais à 100%. Là. Mettons que tu vas à 100%, ben, tu peux automatiser ton service à la clientèle, tu peux automatiser ton attraction client, fait que tout ce qui est prospection et tout, ta conversion, tu pourrais closer le deal direct dans une séquence courriel, mettons, automatisée, ou ça peut être un robot qui parle à ta place à la limite sur une page de vente. Là. Tu sais, ça peut vraiment aller loin qui lit ton texte à ta place. OK, je comprends. Fait que pour une business, en ce moment automatisé, mettons qu'on va sur le service à la clientèle, ça veut dire, mettons, avoir un système qui va prendre les courriels à ta place puis répondre. Comment ça fonctionne? Mettons, en ce moment, là, nous, notre service à la clientèle, c'est on reçoit des courriels, puis là, on reçoit le courriel, puis on fait « Ah, c'est une demande de remboursement. » Ben, Colin, je vais y répondre, puis je vais lui donner les infos. « Ah, c'est une demande d'infos. » Ben, je vais lui donner d'autres informations, etc. Comment on rend ça plus automatique que juste moi qui réponds, mettons? Ben, tu vois, mettons, si on va avec l'exemple du remboursement, ce que j'ai dans mon système, c'est que si je reçois le mot-clé « remboursement », il y a un courriel qui va partir automatiquement, puis il est déjà scripté. Et puis, il va aussi inclure le nom de la personne dans le courriel. Fait que ça va être, mettons, bonjour, John. Désolé de savoir que vous voulez un remboursement, blablabla, avec la signature dans le bas et tout. Fait que du moment que je reçois le courriel de demande de remboursement, s'il y a le mot-clé qui se trouve remboursement ou remboursé ou peu importe, c'est ce que j'ai mis dans les choix, il y a un courriel qui va s'envoyer directement. OK. Pareil pour le service à la clientèle. Si c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu, je vais le mettre dans mon système. Si cette question-là revient ou est semblable, avec les mots-clés que j'ai définis, ben là, ça va envoyer directement un courriel à la personne. OK. Fait que tu es capable de prendre une problématique qu'un client, mettons, va venir présenter à une entreprise puis de la traiter
dans le fond, tu prends toutes les tâches qui se répètent comme une demande de remboursement qui pourrait arriver plusieurs fois dans la même journée, Exactement. puis rendre ce processus-là complètement automatique puis délié de l'entrepreneur. Exactement. C'est dans le but de plus tard bâtir une foire aux questions pour éviter justement que je dois toujours répondre aux questions en incluant mon système. OK. Je vais simplement envoyer, lorsque je reçois une question, toute la foire aux questions au cas que tu ailles d'autres questions ou une question alternative à ce que tu posais ou avoir une meilleure réponse. Je comprends. Puis, est-ce que tu vois qu'il y a un avantage au niveau du brand de la marque de faire en sorte que toutes tes réponses soient toujours dans le même style, puis de faire en sorte que, vu que c'est la même réponse tout le temps, il n'y ait pas de faute d'orthographe, puis qu'on puisse communiquer la même image de marque partout? Vois-tu un avantage pour ça chez tes clients? Ben, c'est clair que je vois un avantage là-dessus. Maintenant, c'est de savoir est-ce que mon image de marque est bonne. Parce que même si je communique toujours le même message, est-ce que mon client cible aime ce message-là? Peut-être pas. Mais je ne peux pas le savoir parce que je n'ai pas assez de données encore par rapport au test que j'ai fait. Peut-être quand je vais avoir 100, 200, 300, 500 personnes qui vont me donner du feedback par rapport à ça, je vais pouvoir ajuster le tir. Présentement, je trouve que c'est un avantage plus pour moi que mon client. OK. Parce que moi, ça me permet de faire d'autres choses pendant ce temps-là pour mon client. Plus tard, peut-être que ça va être un désavantage parce que vu que ça va être trop robotisé, j'aurai plus de personnalisation avec le client. Fait que je vais couper un lien que là, présentement, je suis capable d'avoir. OK, je comprends. Fait qu'en automatisant ton processus, tu as tout ton avantage de sauver du temps, sauver de l'énergie, pouvoir la mettre ailleurs. Mais en même temps, si ça l'est trop, puis j'ai plus mon feedback, puis j'ai plus mon contact avec le client, je perds un peu toute la notion de qu'est-ce que le client veut vraiment en arrière, est-ce qu'il n'y aurait pas des commentaires pour moi, etc. Là, c'est ça. Exactement, parce que mes réponses aux questions souvent sont fermées. Fait que j'ouvre pas la porte à la personne à me donner un meilleur feedback, à itérer peut-être une demande ou une autre question. Puis de ce fait-là, ça fait en sorte que je peux pas creuser loin dans son cheminement, dans son questionnement. Puis des fois, je peux perdre au change à cause de ça. OK. Fait que là, on parlait du service à la clientèle. Fait que souvent, ce qui va arriver après un achat ou, disons, des contacts courriels avec d'autres personnes, mettons qu'on se prend un peu plus avant la vente. Tu as parlé tantôt d'automatiser ton processus de vente. Comment ça marche? Tu sais, mettons, pour un entrepreneur qui, en ce moment, va faire ses ventes peut-être avec de la pub, peut-être avec du réseautage ou quoi, comment on rend ce processus-là plus automatique pour aller chercher ses clients? Ben, ce qu'on connaît le plus, nous, c'est évidemment la pub Facebook liée à une page de capture qui demande le courriel de la personne, puis après ça, tu rentres dans une séquence courriel avec de la publicité en retarget, fait que tu te refais cibler, puis là, il y a une offre qui t'est présentée et tu achètes l'offre. De façon complètement automatique. Là. Exactement. Ça, c'est ce qu'on connaît. Moi, je m'appuie plus sur l'automatisation plus poussée que ça. OK. Fait au lieu de juste dire, bon, ben il y a une publicité Facebook, il y a une page de capture, tu télécharges un outil gratuit, tu rentres dans une séquence courriel. Mettons que la personne propose un appel pour vendre son offre. Moi, je vais aller automatiser en plus autour de l'appel découverte tout ce qui est la structure des courriels de suivi. Mettons, si on vend avec un rabais sous moins de 24 heures, bon, ben le courriel de rabais. Si la personne inscrit son adresse courriel sur le bon de commande et se désiste, ben, je vais envoyer un courriel de panier abandonné. Puis je vais, à la fin de la séquence, si la personne ne jette pas, la rajouter dans une nouvelle liste pour recommencer le processus, sachant très bien que c'est un prospect ultra qualifié. Au lieu de simplement dire, bon, ben il y a une publicité, on rentre dans le funnel, on reçoit des courriels, il y a une offre qui nous est présentée, on ne la jette pas, ça ne termine pas là dans ce que je fais avec mes clients. OK, je Moi, comprends. je recommence le scénario après d'un autre angle. OK, nice. Puis là, de ce que tu me dis, tu viens vraiment automatiser tout ce processus-là de l'appel. Ça a l'air quand même poussé pour un entrepreneur qui a un appel, disons, de son site web en place avec une prise de rendez-vous comme ça. Est-ce que ça vaut la peine de mettre tout cet effort-là pour rendre ça automatique versus juste le faire manuellement? Est-ce qu'il y a un effort? Tu sais, je comprends qu'après ça, c'est fait de façon automatique, mais est-ce que l'effort à mettre pour tout automatiser ça surpasse, ou plutôt surpasse en bénéfice le fait de devoir à chaque fois faire un suivi manuellement? Bien, je dirais qu'avec mes clients, moi, j'économise environ 40 à 45 minutes par appel. OK. Fait que, mettons que tu en fais 50 par semaine, ce qui est énorme, Ouais, ça te fait beaucoup, beaucoup de temps de sauver. Ça te fait quasiment plus que 40 heures. Ça te fait plus que 40 heures de sauver dans ta semaine. Fait que, tant que tu n'aurais pas eu là, pour faire tes 50 appels, s'il avait fallu que tu fasses ton suivi toi-même, ou
que tu payes quelqu'un pour faire ton suivi. Puis ça te coûte cher. Tu sais. Clairement, beaucoup plus que mettre en place le système automatisé de suivi, là, définitivement. Exactement. C'est comme les bons de commande quand Mhm. les gens sont encore payés par virement Interact. La plupart pensent qu'ils sauvent des coûts, mais en réalité, quand tu le calcules, ils en perdent. OK, là, ce que tu veux dire, c'est les personnes qui vont prendre des virements Interact versus carte de crédit parce que la carte de crédit va demander un frais. Là. C'est ça que tu veux Ouais, ben, il y a cette partie-là, Ok, mais il y a ok, aussi ok. la partie de ne pas automatiser ce bout-là. OK, d'accepter les paiements, mais comme manuellement. Là. Exactement, Ok, ok, parce ok. qu'il faut que tu le prennes ton temps, puis si tu ne calcules pas ton temps, ben, tu es en train de perdre de l'argent quand même. Tu sais. Mhm. Faut que tu le prennes en compte, puis si tu charges 150$ de l'heure, puis que ça te prend deux fois une demi-heure pour 2 clients faire ça, la démarche, parce qu'on se dit, bah, c'est 5 minutes, mais en vérité, parler au client, faire la transaction et tout, ça peut monter à 20, 25 minutes, 30 minutes, voire plus. Mhm. Ben, tu viens de perdre 150$ si tu en as fait 2 à une demi-heure chaque. Ouais, c'est clair. Fait que dirais-tu que l'avantage numéro 1 d'automatiser ces processus-là, c'est de sauver le temps que ça va prendre de le faire ou c'est plus par rapport à l'argent qu'on va sauver versus engager quelqu'un? Ben, c'est les deux. OK. C'est maximiser ses revenus puis optimiser son temps. Parce que si tu fais plus d'argent, peut-être que tu travailles plus fort, mais peut-être que tu travailles le même nombre d'heures. Mhm. Si tu travailles le même nombre d'heures, mais tu fais plus, ben, tu maximises tes revenus et tu optimises ton temps. Puis si tu travailles moins et tu fais plus de revenus, qui est juste l'inverse de ce que je viens de dire, ça revient au même. Ouais. Fait que tu optimises l'un ou l'autre, que tu maximises ou que tu optimises, au final, tu es supposé être gagnant pareil dans les deux situations. C'est avantageux pareil. OK, cool. C'est vraiment nice. Là, on a parlé de, OK, aller chercher des clients dans ce processus-là automatique, gérer peut-être les demandes clients. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres processus dans une business que tu viens automatiser puis qui peut faire sauver comme ça du 40-50 heures semaine? La gestion de projet. Ah ouais. Des fois, quand on crée le funnel pour le client, Mhm. quand on travaille à 2, 3, 4, voire peut-être des fois 5, puis qu'on ne sait plus qui fait quoi, ça devient vraiment difficile pour donner du feedback au client de voici, cette semaine, on est rendu là, on a fait ci, on a fait ça, la semaine prochaine, on fait ça. Si on n'automatise pas ça, on va vraiment avoir un gros trouble, puis on ne donnera pas le meilleur service au client. Mhm. Déjà que j'en automatise une grande partie du service client, si en plus la partie que je n'automatise pas, pour être en relation avec le client, pour avoir une connexion avec le client, si cette partie-là que j'automatise pas n'est pas bonne, j'ai un méchant problème. Fait que je te dirais vraiment la gestion client de toutes les tâches à faire dans une échéance viable, c'est qu'on se donne assez de temps. Ce que souvent je fais pas parce que justement, vu que j'automatise beaucoup, je me dis, bon, ben, quand j'automatise, ça me prend 5 minutes de faire telle tâche, mais quand je le fais moi-même, ça me prend 1 heure. Mhm. Fait que je suis habitué de calculer En bon, ben, ça me prend 1 heure, automatisation. fait que je vais le mettre peut-être 5-10 minutes gros max. OK, je comprends. Fait que toi, en ce moment, tu t'automatises, c'est ça, super cool la gestion de projet. Quand tu parles d'automatiser cette gestion de projet-là, comment ça marche? C'est-tu des courriels automatiques qui s'envoient à ton équipe? C'est-tu, je sais pas, des tâches qui se créent? Mettons qu'un client arrive à toi ou à une entreprise qui automatise sa gestion de projet, comment ça se passe? Ben, j'utilise Asana Business pour OK. faire ça. Puis j'ai mis des règles dans mon Asana qui font en sorte que lorsque je crée une tâche, je l'assigne directement à la personne dédiée. OK. Fait que- Puis je mets déjà l'échéance et le niveau de priorité. Tout est déjà créé. Fait que si, mettons, j'écris John A, ben je sais que John A, ça veut dire, bon, ben la tâche va être assignée à John. Je peux mettre le nom de la tâche, évidemment, dans le nom. Là. Mhm. Mais si j'écris John A, faire page de vente, exemple, ben ça va faire en sorte que la tâche va être créée, va être assignée à John, Mhm. priorité A, puis en statut en cours. Ok, Directement. ok, Fait que ok, moi, ok. je vais le savoir dans mon tracking où ce que la tâche est rendue est en cours. C'est moi qui l'ai défini. Est-ce qu'elle est complétée? Non. Lorsqu'elle va être complétée, je vais être notifié, je vais le savoir. Puis ça va me donner le pourcentage d'achievement du projet. Je cherche le terme en français, là, de Mhm. progression. Mhm. Et ça va me donner le pourcentage de progression de la tâche lorsque la tâche va être complétée. OK. Bon, évidemment, jusqu'à 100%. Tu sais. Mais en automatisant pas ça, je me ramasse à qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Puis je ne le sais pas plus parce que si je te demande ce que tu me fais, puis tu me réponds je vais faire X, Y, Z, et moi je ne sais pas si ça va être complété X, Y, Z tout de suite. Il va falloir que je te le redemande à la fin de la journée. Je Tu perds rentres du comme temps. en micromanagement de toutes tes tâches à toutes les personnes dans ton équipe Exact. versus juste avoir ce système de suivi-là qui te permet à la fois de savoir puis à la fois de ne pas le demander au monde. Exactement. Mhm. Le désavantage que je verrais de ça, par contre, c'est que justement, la relation humaine, on l'enlève encore une fois. Fait que
à chaque semaine, je fais le suivi des tâches qu'on a complétées dans la semaine pour le client. OK. Puis, je prends le temps de dire « Hey, bravo gang, vous avez fait une belle job. Voici ce qui a été fait. » Puis, félicitations à, mettons, John, encore une fois, là, pour la belle page de vente qu'il a faite, exemple. Je vais prendre le temps de juste connecter un peu émotionnellement avec la personne parce que si je fais juste « Bon, ben cool, les tâches sont complétées, on se revoit la semaine prochaine. » C'est plate, puis ça ne te donne pas le goût de continuer. OK, je comprends. Fait que même si le désavantage d'automatiser toute ta gestion de projet, puis même jusqu'à un certain point, toute ta relation avec les tâches, puis les employés ou les personnes dans ton équipe, tu viens quand même contrer ce désavantage-là en allant chercher le côté humain, puis en allant connecter avec ce monde-là d'une façon qui est comme alternative. Là. Exact. OK, fait que t'as tout l'avantage de sauver du temps, sauver de l'argent, de ne pas avoir à micromanager tous tes projets, toutes tes tâches, puis tous tes clients, là, qui est rendu où, qui fait quoi, etc. Mais tu gardes quand même le côté humain avec le monde. Là. Fait que c'est quand même win-win pour tout le monde. Là. Ouais, puis ça me donne le temps de chouchouter mes clients un peu plus. Vu justement que j'automatise des tâches qui sont répétitives et plates, ben, tu sais, j'ai plus de temps pour mon client souvent. Fait que c'est bon pour lui, c'est bon pour moi, c'est bon pour la business. C'est bon pour, plein d'affaires. Mais c'est ça, comme je dis, le gros désavantage, la relation humaine. Des fois, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans ma tête, très cartésien, très cérébral. Moi, je m'appuie sur des données qui sont vérifiées et vérifiables. Tu sais, c'est mon mantra. Fait que lorsque j'arrive dans la portion émotion, j'ai plus de la misère parce que je suis habitué d'automatiser, puis je prends le monde pour des robots à un tel point que des fois, j'oublie l'aspect humain, puis ça peut être dangereux pour la santé de ma business. OK, je comprends. Cool. C'est super intéressant. Fait que dans le fond, tu vas sauver du temps, tu vas sauver de l'argent, puis on s'entend que pour une business, puis surtout une business de service qui va adapter ses services à ses clients, comme toi puis moi, puis comme beaucoup d'entrepreneurs, ben, la gestion de projet, c'est une grosse partie qui vient s'ajouter dans la croissance. Parce que quand tu as une équipe de 2-3 personnes, ça se gère bien. Tu regardes au pire, puis ça se parle. Mais quand tu montes à une équipe de 5, 10, 20, 30 personnes, c'est à ce moment-là que on voit souvent que les business qui grossissent commencent un peu à se perdre dans leur projet parce qu'ils se retrouvent à « oups, là, on a tellement de charges de travail que ça se gère plus dans des petites réunions de 15 minutes le matin. Faut l'avoir en quelque part. » Puis en automatisant ce processus-là, bien, ça permet à ces business-là de rester super lean puis d'avoir des coûts vraiment bas dans leur projet. Là. Exact. Puis quand tu engages une personne de plus, ben, tu es capable de montrer assez rapidement qu'est-ce qu'il faut faire puis comment ça fonctionne et tout. Et tu vois, dans ma petite entreprise, de statut de travailleur autonome quasiment, on est peut-être 10, mais dans le fond, on est rien que 2. C'est juste parce qu'on est 10, parce qu'il y a 8 personnes qui sont des robots qui automatisent nos processus. Fait que j'ai compte dans l'équipe pareil, c'est juste qu'il me coûte vraiment moins cher qu'un humain, tu sais. Puis j'ai pas à les réprimander parce que si ça marche pas bien, c'est de ma faute. Parce que tu l'as mal codé, là, tu l'as mal ingénié. Ouais, exact, je l'ai mal configuré. Le paramétrage n'est pas bon. Ça a l'avantage de, si j'ai à rajouter une 11e personne, ben, tu sais, je m'en fous parce que cette personne-là peut être n'importe qui, c'est un robot. OK. Nice. Puis là, quand on en parle, ça a l'air bien complexe, mettre ça en place, puis tout. Pour tes clients ou pour une entreprise lambda générale, ça ressemble à quoi l'investissement ou l'effort de mise en place pour... Tu sais, mettons, là, j'ai une business qui n'est pas du tout automatisée, puis c'est clair que c'est ça le futur, là, on s'entend là-dessus. C'est clair que réduire les coûts, avoir plus de temps, avoir plus d'argent, puis aussi un autre sujet qu'on va aborder après, mais permettre au monde de faire ce qu'ils aiment, puis d'enlever toutes les tâches qui pourraient être faites par n'importe qui ou limite par un singe qui appuie sur un piton tout le temps. Là, c'est quasiment ça. Là. Bon, on va en parler juste après, mais ça ressemble à quoi l'investissement ou l'effort qu'une entreprise doit mettre dans cette mise en place des processus? Mais ça dépend, le statut de l'entreprise est rendu où. OK. Tu sais, si la personne débute, là, mais vraiment est novice, là, la première affaire, je vais lui dire, c'est n'automatise rien. Fais-les toutes toi-même. Parce que tu vas apprendre de ça. Mais si tu l'automatises tout de suite, tu ne l'apprendras pas. Puis quand ton automatisation ne fonctionnera pas, parce qu'il va y avoir un bug, parce que des bugs techniques, il y en a tout le temps, tu ne sauras plus où donner de la tête. T'sais. Et là, tu vas avoir scalé ta business, tu vas avoir des clients, tu vas avoir ton flux de trésorerie qui va rouler, tu vas avoir des mandats à mettre à terme. Ça va rouler, là. Ouais, c'est ça, ça va rouler. Tu n'auras pas le temps de gosser après ça. Mais si tu l'apprends au début, là, tu vas comprendre le fonctionnement de comment ça marche, puis l'importance de l'automatisation. Versus si tu commences par automatiser, tu vas dévaloriser la technologie en disant « Hey, ça vaut pas cher,
moi, regarde, cette tâche-là, je veux pas me casser la tête. Le meilleur exemple, la comptabilité. Mhm. Je veux pas me casser la tête avec ça, je vais le déléguer. En l'occurrence, tu le délègues à un robot. Mais en faisant ça, tu vas pas vouloir investir nécessairement dans des outils d'automatisation parce que tu vas te dire que ça vaut rien. Tu sais, c'est juste une simple tâche de mettre, je sais pas moi, lorsque tu t'envoies un texto sur ton téléphone, ça ajoute une tâche dans Asana, exemple. Mhm. C'est simple. Ouais. Mais tu n'as pas le goût de payer 50$ US par mois pour un outil qui va te permettre de faire ça. Tu sais. Ouais. Tandis que si tu commences par je vais le faire tout moi-même, j'automatise rien, tu vas voir toute la charge de travail que tu peux te libérer en automatisant. C'est là où ce que vient combien tu es prêt à payer pour t'enlever de ces tâches-là. OK. Parce que je peux pas vraiment donner de chiffre exact à combien ça peut valoir parce que ça dépend de tellement de facteurs. Ça dépend des employés, de la charge de projet, ça dépend de Exact. plein de trucs. Ça dépend de tu sais, la personne, elle veut quoi dans sa vie. Tu sais, si elle a juste besoin de 30 000 par mois, 30 000 par année, parce que 30 000 par mois, c'est pas pire non plus. Ouais, ça c'est bon. Là. Mais à 30 000 par année, tu n'as pas besoin d'automatiser autant que moi j'automatise ou que je veux automatiser. Par contre, si je veux m'en tenir à 30 000, je suis vraiment foutre de le faire le 41 heures dans ma semaine, la 1 heure de plus pour la gestion de X ou Y. On s'en fout un peu. Là. Exact, parce que tu sais, ça ne change rien dans ma vie. Mais dans mon cas, ça me sauve peut-être 25 heures par semaine. Fait que comment ça vaut 25 heures par semaine? Ouais, je comprends. Fait que ça dépend vraiment de l'impact que l'automatisation peut avoir dans un business versus l'investissement que ça va demander. Là. Fait que dirais-tu que plus une business puis ses ambitions, entre guillemets, est grosse, plus le coût peut être élevé, mais aussi les bénéfices? Ça revient-tu à peu près à quelque chose de linéaire que, mettons, une business de 1000 employés, ça va être 10 fois plus cher puis 10 fois plus bon pour la business d'automatiser? Ou... Ben, ça va être plus complexe comme automatisation. OK. Forcément, ça va être plus cher. Mais au prorata, ça va revenir peut-être sensiblement au même, mais ça dépend de ce que tu as besoin. Tu sais, si, mettons, tu viens me voir et tu me dis hey, moi, je fais des appels découvertes, je veux automatiser mon suivi client. Ouais, c'est simple. Ouais. Mais si tu fais 150 appels découvertes parce que tu as 150 closers par heure, la game est différente. Là. Ça va être le même système. Mais il va falloir que je le réplique pour 150 personnes. Fait que forcément, ça va être plus cher parce qu'il ne va pas falloir qu'il y ait de croisement entre les automatisations, sinon je vais tout fucker. Ouais. Fait qu'il va tout falloir que je vérifie l'automatisation 1, 2, 3, 4 jusqu'à 150. OK, je comprends. Fait qu'il y a toujours des différences par rapport à ça. Nice. Ouais, exact. Cool. Puis, j'ai abordé le sujet comme pendant une demi-seconde tantôt. Le fait d'automatiser ce qui est bad, là, puis ce qui est répétitif, puis ce qu'on n'aime pas faire, ce qui pourrait être fait par n'importe qui, puis qui n'a pas de valeur, permet aussi au monde, autant à toi qu'à tes employés ou à un entrepreneur puis à son équipe, de se concentrer sur les tâches auxquelles l'entrepreneur ou l'équipe peut vraiment amener de la valeur, puis ça sert vraiment à quelque chose. Vois-tu un gros avantage avec toi ou avec tes clients d'automatiser ces processus-là en fonction de ce qu'ils vont faire par la suite, des tâches qu'eux vont réellement faire, puis ce qui ne va pas être automatisé? Il y a plusieurs volets à ça. Okay. Le premier, en automatisant les tâches, on en parlait tantôt justement, qu'on veut pas faire ou qu'on n'est pas bon, mettons la comptabilité, en déléguant ça tout de suite, c'est bien, mais ça peut être dangereux pour la procrastination. OK. En automatisant trop, moi, je remarque que je travaille moins bien. Parce que je me dis, hey, j'ai pas à le faire, je vais l'automatiser. Fait que je passe ma journée à automatiser des trucs qui me servent pratiquement à rien parce que j'ai pas tous les autres aspects de développer de ma business. OK. Fait que, comme je disais tantôt, des fois, on est mieux de commencer par aller toucher un peu à tout, regarder ce qu'on n'aime pas, dans quoi qu'on est bon, dans quoi qu'on est moins bon, puis déléguer ce qu'on veut vraiment pas faire ou ce qui est vraiment un gros grugeur de temps. Puis après ça, là, il va avoir les bénéfices de l'automatisation, le gain de temps, maximisation de revenus et tout et tout. Puis c'est là où on va être capable de vraiment scaler sa business, de développer peut-être des partenariats, d'autres offres, des produits, aller dans des événements, faire du réseautage et tout et tout, au lieu de prendre ce temps-là puis faire les tâches plates puis répétitives. Nice. Mais ça, c'est un couteau à double tranchant. Ça dépend de la personnalité, je pense, puis les ambitions de la personne. OK, nice. De mon bord, en automatisant beaucoup de ces processus-là, notamment tout ce qui est prise de rendez-vous, rappel, une bonne partie aussi du marketing, moi, ce que j'ai vu, c'est que j'ai pu réduire nos horaires. T'sais, littéralement, là, avant, on finissait puis on s'en allait à 5 heures. Puis là, tous les jours, à 3h30, c'est fini parce que on a sorti tout
toutes les tâches qui étaient répétitives, un peu inutiles, tout ce qui est la gestion de projet, tout ce qui est la gestion client pour une certaine partie, mais nous autres, on garde quand même ça assez personnalisé pour tout de suite. Puis aussi, une bonne partie du marketing, on l'a rendu automatique, puis ça a vraiment changé quelque chose. Là. On s'entend que pour la santé mentale, puis aussi pour juste la vie en général, d'être capable de finir plus tôt ou de pouvoir mettre ces heures-là à d'autres choses, ça fait une méchante différence dans une business. Puis tu sais, on a toujours le cliché de l'entrepreneur vraiment occupé, mais dans le fond, un entrepreneur qui travaille 100 heures semaine, est-ce que ces 100 heures-là dans la semaine sont vraiment passées à des trucs auxquels l'entrepreneur est vraiment efficace ou juste des trucs super répétitifs et un peu inutiles? Exactement. Mais tu vois, il y a plusieurs études qui parlent de ça, justement, qu'après X nombre d'heures, notre cerveau, il ne fonctionne plus. Là. On est juste là, on est occupé, mais on n'est plus efficace. Puis comme tu dis, tu sais, le fameux entrepreneur à 100 heures par semaine, on a-tu le goût de vivre ça? Pas en tout. Moi aussi, quand j'ai automatisé mes processus, je me suis rendu compte que, il est 2 heures l'après-midi, puis je peux arrêter ma journée. C'est bizarre, là. Puis j'imagine que l'heure et demie que tu sauves par jour, ça n'a pas changé de quoi sur ton revenu. Même que ça a dû l'augmenter parce que justement, tu travailles moins, fait que ton revenu il est stable, voire en croissance. Puis pour ta santé mentale, c'est meilleur. Puis pour toute la réflexion, les idées, les stratégies que tu dois faire pour tes clients, ben c'est meilleur. Exact. Puis tu as soulevé quelque chose qui est vraiment, qui est vraiment puissant. Mettons que dans une journée, tu as 5 heures qui sont vraiment efficaces, puis tu as le reste que tu passes un peu à niaiser. Ben, si tu prends tes 5 heures efficaces, puis parce que c'est comme ça dans ta journée, sur tes 5 heures efficaces, tu en as 3 que tu fais des tâches vraiment inutiles, ben ça veut dire que tu vas prendre 2 heures qui sont bonnes pour faire des trucs utiles, puis après ça, tout le reste de tes trucs qu'il fallait absolument que tu fasses dans ta journée, qui sont super importants, là, ton marketing, ta stratégie, ta gestion, tes opérations, peu importe quoi, ben, tu vas le prendre dans ton moment où tu es fatigué, où tu es down, où tu as envie d'aller faire une sieste, mais tu peux pas parce que tu es pogné pour faire ton 100 heures semaine, puis tu te ramasses à faire des trucs super inutiles, gâcher aussi ce qu'il faut que tu fasses qui est utile. Là. Fait que il y a un impact là, genre, sur toutes les sphères, dans le fond. C'est ça, dans le fond, il y a une différence entre travailler fort et travailler intelligemment. Puis on l'entend souvent, celle-là, mais il n'y a personne qui l'explique vraiment. T'sais. Puis c'est quasiment de ça qu'on parle. Ben oui, dans le fond. Au lieu de faire 100 heures par semaine, fais-en 35. Mais ta santé mentale va vraiment bien se porter, va faire du sport, mange bien, automatise tes processus. Puis sens-toi pas mal là, d'arrêter à 2 heures, 3 heures l'après-midi. Tu n'es pas un employé qui fait du 9 à 5, tu es un entrepreneur. Tu as le droit d'arrêter à 2 heures puis de recontinuer à partir de 7 jusqu'à 8 heures le soir. Il n'y a personne qui va dire c'est pas bien, tu n'as pas le droit, il faut que tu travailles de 9 à 5 puis tu arrêtes seulement à 5 heures. Puis c'est là que tu as le droit de te détendre. La réalité, c'est qu'on n'est pas fait de même. Tu sais, meilleur exemple, les adolescents à l'école, là, 8 heures, c'est trop tôt. L'adolescent, là, les études démontrent, pour ce que j'ai fait comme recherche, qu'on doit se coucher à minuit. À minuit, là, faut que tu dormes à peu près même 10 heures quand tu es adolescent. Il faudrait que tu te lèves à 10 heures. As-tu le goût de commencer à l'école à 8 heures? Ça ne marchera pas. Là. Mais la société nous impose cet horaire-là. Puis nous autres, les moutons, ben on va à l'école à 8 heures le matin. Mais c'est pas bon pour notre cerveau, puis c'est pas là où on est mieux le concentré. Puis on le remarque. Les écoles en Norvège, puis dans d'autres pays, exact, qui commencent plus tard, ont de meilleurs résultats, ne sont pas plus intelligents que nous. C'est juste que... Ils le font d'une façon plus intelligente. Exactement. Leur structure est mieux gérée en rapport avec la démographie du persona, en l'occurrence ici, l'adolescent. Puis c'est ce qu'on oublie quand on est dans un statut d'employé. C'est 9 à 5. Qui a le goût de se lever à 6 heures le matin, passer 1h30 dans la salle de bain à se pouponner pour après ça aller travailler dans un job qu'il n'aime pas, de 9 à 5? Il n'y a pas grand monde. 64%, je pense, des gens n'aiment pas leur job. Au Québec, c'est non. Fait en tant que travailleur autonome ou entrepreneur, moi, je trouve ça cool qu'on puisse se dire à 3h30, comme tu dis, ou moi, mettons, c'est 2h, 2h30 souvent, ben on ne fait plus rien de la journée. Ou on décide de ne plus faire rien, puis on continue plus tard. Puis même, je pousserais le truc encore plus loin. Tu sais, là, tu amènes vraiment l'idée de travailler intelligemment. Ça s'applique, oui, quand on est entrepreneur, mais je pense que ça s'applique encore plus quand on est employé. Tu sais, un employé, justement, qui fait du 9 à 5, mais si on shift le travailler fort, tu travailles de 9 à 5, à travailler intelligemment, puis que sur une journée de 9 à 5, ben, qu'on se rend compte que le tiers des tâches sont inutiles, qu'on peut automatiser ou qu'on peut améliorer la productivité ce temps-là, ben, de couper
de couper des heures, un peu comme nous, notre équipe fait, ben, c'est exactement l'illustration de travailler intelligemment, même en tant qu'employé. Tu sais. Parce que les heures sauvées, c'est des heures qu'on pourrait mettre ailleurs, mais de façon vraiment peu efficace. Fait que tant qu'à faire, on les prendra pas. On va retourner chez nous, on va aller faire une sieste, on va aller jouer, peu importe quoi. Là, tu sais. Mais en travaillant intelligemment, tout le monde est content. Tu sais, la job se livre. Les clients ont le même résultat. Mais nous, à la fin de la journée, on travaille bien moins parce que, un peu comme tu as dit, il y a des robots qui s'occupent du reste, entre guillemets. Là. Sauf que le problème que ça soulève ici, c'est OK, pour la personne qui détient la business, c'est super bon parce qu'il diminue ses coûts d'opération, donc il augmente ses marges. L'employé, lui, diminue ses heures. Ah! Mais là, il est moins payé. Je vais dire un secret, là. Mais ça l'amène à une nouvelle vision aussi d'un employé. Tu sais, nous, les salaires sont restés les mêmes. Parce que la vérité, c'est que la job est livrée exactement en même quantité, voire plus parce qu'ils sont plus productifs. Fait que le rendement à l'heure est encore plus élevé. Fait que, nous autres, ce qu'on s'est dit, c'est, check, si on arrive à automatiser puis à réduire notre temps, ben, c'est au bénéfice de tout le monde. T'sais. C'est au bénéfice de moi parce que mon équipe est plus contente de venir parce que les journées sont plus courtes, c'est plus modulable, on peut plus s'ajuster. Puis ben, c'est cool aussi pour mon équipe. Puis pareil pour, là, je parle de moi, mais il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de shifter de cette façon-là. En réalité, on parle de plus en plus de travailler intelligemment, puis il y a de plus en plus de monde qui se lance dans l'entrepreneuriat pour lâcher le 9 à 5. Mais on est dans un shift où on est en train, en tant que société, de lâcher le 9 à 5. Tu sais, le travail à la maison, les heures réduites ou les vacances un peu modulables, tout ça, c'est un gros signe que la société est en train de shifter de un employé, ça travaille de 9 à 5, à un employé, ça livre ce que ça doit livrer. That's it. Tu sais? Ben, il y a l'étude de Microsoft qui a sorti le 4 jours au par Japon, semaine. Là, ouais. Ça a monté de 40% la productivité des employés. C'est génial. Ouais, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, là, dans le fond, au Japon, Microsoft a fait un programme test où ils ont shifté les semaines de 5 jours à 4 jours. Ils n'ont pas bougé le salaire. Ils ont réduit, si je ne me trompe pas, les réunions. Puis, tu sais, des trucs que tu te dis... Mais voyons donc, ils vont tellement perdre de cash parce qu'ils vont continuer à payer le monde, puis le monde va être en vacances, ça n'a pas de sens. Mais comme Seb a dit, 40% d'augmentation de productivité, pour vrai, c'est malade de se dire qu'on est capable de chopper une journée dans la semaine. Il faut vraiment travailler comme des épais pour se dire que en choppant 20% de ta semaine, tu travailles plus, puis tu livres plus à la fin. Ça n'a pas de sens, là, tu sais. C'est fou. C'est le pic de concentration. À un moment donné, ton corps, il ne suit plus. Là. Et on remarque ça ici, là, dans mon petit coin de pays, à Trois-Rivières. J'en entends beaucoup parler parce que tout le monde se connaît. Comme quoi que, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans tous les domaines. Puis une des raisons principales, c'est que les gens ne veulent pas travailler 5 jours. Ils ne veulent pas travailler 40 heures. Ils veulent en travailler 4 parce qu'ils viennent d'avoir des enfants, ils viennent de s'acheter une maison, ils ont des rénaux à faire, etc. Fait que les CTVP ou les CTVP, conciliation travail-vie personnelle, Ouais. CTVP, ouais, c'est ça, vie personnelle, ou CTVF qui est pour la vie familiale, ben ça fait en sorte que c'est plus l'employeur qui a le gros bout du bâton, mais c'est l'employé, lorsqu'il passe en entrevue, qui dit « Moi, je veux travailler 4 jours par semaine, puis tu n'as pas le choix de dire oui, puis je veux ce salaire-là. » Parce que l'employeur... Il y a une pénurie. Exactement. Fait que là, il n'a pas le choix de dire oui, mais il remarque que sa productivité au travail est meilleure. Ouais, fait que de ton point de vue, penses-tu que, tu sais, il y a quand même une pénurie de main-d'œuvre, puis surtout dans beaucoup de domaines aussi technologiques où ce que les grandes compagnies se battent pour avoir du monde, puis du monde talentueux. Penses-tu que ce shift-là de plein emploi, où ce que les employés ont un pouvoir énorme, en donnant ce pouvoir-là, penses-tu que c'est ça qui fait en sorte qu'en ce moment, on voit ce shift-là de « OK, on peut plus juste donner 5 jours de 9 à 5 à notre monde. Il faut trouver un moyen de les satisfaire un peu plus. » Penses-tu que c'est ça qui met de l'huile sur le feu à ce shift-là? Bien, on a sorti du Taylorisme puis de l'OST, l'Organisation scientifique du travail, où on dit « Va à ton travail, fais ça, tout le temps la même tâche, de 9 à 5 justement, ou même de 8 à 5 ou des fois de 7 à 7. » C'était des grosses horaires dans les usines, là, des 12 heures. On dit « Fais ça, puis retourne chez vous. » Ça, c'est dans le temps de nos grands-parents. Nos parents sont comme dans un hybride entre les millénials, nous, puis justement la génération qui est nos parents, où ils vont travailler, ça leur dérange pas trop, mais ils veulent une paye. Nous autres, on va travailler parce qu'on va avoir du fun. Puis après ça, il y a la paye. Maintenant,
le consensus, puis comme ce qu'on disait tantôt, c'est peut-être d'offrir une paye fixe aux 2 semaines ou aux semaines ou mensuelles, peu importe. Peu importe le nombre d'heures que tu fais. Comme les directeurs sont payés à semaine, ne sont pas payés au nombre d'heures. Mais il me semble que c'est plus logique de faire ça parce qu'un coup que tu as fini ta job, là, moi, je me souviens quand j'étais employé là, dans mes jobs étudiantes, là, des fois, il était 2 heures, là, je travaillais jusqu'à 5, j'avais fini. Hey, c'est long, 3 heures. Là. Je m'en irais chez nous. Ben oui. Sauf Puis que là, je me ça dis, changerait rien à ta vie. Tu sais, ça changerait rien ni à ta vie ni à celle de ton ex-employeur. Là, tu sais. ben, ça change de quoi? 35$ de moins dans mes poches? Oui, tu n'aurais pas été payé. Mais si Quand tu avais t'es été employé. payé la même chose, Ouais, ça aurait, exactement. ça aurait eu aucune différence ni à la personne qui paye ni à toi qui reçoit l'argent. Ça aurait été comme identique. Exact. Le travail a été livré de la même façon. Puis ouais. Puis ton 3 heures que tu passes là, que tu t'emmerdes, Méchant littéralement, waste, là. Ouais. t'as pas le goût de retourner au travail le lendemain, là, parce que tu le Mhm. sais que t'as déjà fini. Fait que tu vas faire quoi? T'as le goût de caler malade puis tu vas faire carte, je rentre pas. La job est faite. L'important, c'est que le travail soit livré. Pas que je vais rester puis je vais botcher mon travail pour le Ouais. recommencer parce que justement, j'ai 3 heures à combler, tu sais, puis je veux pas me pogner de cul. Ouais. Fait que je vais comme mal faire mon travail ou voir je vais le faire super lentement parce que T'as rien à faire anyway. exactement, C'est ça. T'es pogné là. c'est un peu nono. Là. je pense que c'est la quote officielle de ce podcast-là. C'est pas mal, Nono, là. Exactement. Ouais. Mais c'est vrai pareil. Tu sais, il me semble que c'est plus logique de dire, bon, ben regarde, c'est 1000$ par semaine. T'as que tu ça à livrer. Exact. Tu fais 80 heures semaine ou que tu en fasses 25, je m'en sac. Tu as ça à faire. Ouais. Puis, d'un autre point, ça encourage tellement plus le développement personnel d'un employé. C'est Mettons, clair. moi, si tu me dis, je te paye 1000$ à la fin de ta semaine, que ça te prenne 40 heures ou que ça t'en prenne 5, mon incitatif de faire ma job en 5 heures, il est comme fois 1000. Là, tu sais. J'ai tellement le goût de m'améliorer, d'être plus vite, d'automatiser le plus que je peux dans ma propre job pour que ce soit le même livrable à la fin de la semaine, que tu aies le même résultat, parce qu'on s'entend que c'est pas une raison pour botcher la qualité, mais que moi, ça m'en prenne 5 heures au lieu de 40, c'est tout à mon avantage en tant qu'employé. Puis c'est tout C'est clair. C'est fou malade. Là. Puis le fait de libérer ce temps-là, tu sais, on parle souvent d'apprentissage continu pour son équipe ou pour soi-même. Puis, tu sais, même en tant qu'entrepreneur avec le cliché du 100 heures ou même en tant qu'employé là, qui finit ses journées puis qui a toujours des trucs où, ben, en libérant ce temps-là, my God, que ça te libère du temps pour te dire, OK, on va arrêter de travailler pour la business, on va travailler sur la business ou on va arrêter de travailler pour l'employeur, on va travailler sur soi comme employé, tu sais, même, pour Exact. rendre ça plus vite. Puis ça va te permettre d'aller te développer, justement, comme tu disais, l'apprentissage continu. Tu sais, le développement personnel, c'est excessivement important. Mhm. En tant qu'entrepreneur, je trouve que c'est un des piliers qu'on commence à parler de plus en plus, comme quoi que, regarde, c'est pas vrai qu'on se construit pas une richesse, un patrimoine sans aide. Tu sais. Mhm. Puis souvent, l'aide, ça vient par les formations, être mentoré, être coaché, peu importe, Mhm. mais ça vient par l'apprentissage. Ouais. Le processus d'apprentissage, il faut prendre le temps justement de l'appréhender, de l'apprivoiser. Parce que si tu travailles 40 heures par semaine, là, qu'est-ce que tu fais rendu chez vous à 5h30 ce soir? T'en vas te coucher. Ou tu t'en vas devant la TV pendant 4 heures. Ah, ça, c'est une bonne idée. Mais Y a-tu des émissions tantôt? mais tu sais, Ouais, c'est ça, pareil. si tu finis à 2h, 3h30, ta journée est finie en tant que telle, mais tu as encore du jus. Là. T'as du temps, ouais. Fait que tu es capable d'aller te former, tu es capable de dire, hey, bon, j'habite à Trois-Rivières, à Drummondville, il y a un événement à 5h, mais je vais partir, j'arrête à 3h30, je vais partir, je m'en vais direct là, je vais arriver à 5h, je vais pouvoir profiter de ma soirée. Ouais. Au lieu de ça, ben, on arrive à 5h. On est toujours pogné dans notre petite vie routinière. Puis même, Exactement. même à une étape qui est pas aussi loin que se former en allant être coaché ou en allant dans des événements ou quoi, juste le fait de prendre du temps pour lire. Ou C'est clair. même juste une étape encore plus niaiseuse. Au lieu de finir ta job et d'aller à la télé, là, t'asseoir, puis juste regarder à la télé comme un robot là, qui regarde, puis ça C'est fait juste juste pas passer passer. le temps, dans le fond. C'est ça, exactement, parce que tu n'as plus d'énergie, mais tu peux prendre ce temps-là pour faire quelque chose que tu aimes vraiment, même si c'est regarder à la télé, mais regarder quelque chose que tu aimes, ou aller faire du sport, aller faire de tes passions, de la peinture, whatever, là, peu importe ce que tu aimes, mais le fait de pouvoir faire ça aussi dans ta journée change tellement ta dynamique de bonheur, puis ça influence tellement tout le reste aussi de tes sphères de vie. Là, t'sais. C'est clair. Ben, tu vois, sur ce point-là, Mhm. que bon, ça influence les sphères de ta vie et ton bonheur, on est de plus en plus connectés,
mais en même temps, on est de plus en plus déconnecté sur l'aspect humain. On se parle par des écrans, à travers des écrans, mais on se voit pas. Puis on a peur de s'appeler. On a peur C'est de vrai. se parler en vrai. Ouais. Puis je parlais avec certaines personnes qui, pendant des mois, ont reçu des appels, puis là, ils reçoivent un appel, puis ils ont peur, ils sont stressés Ils de figent. répondre. Ouais. C'est bizarre, là. Puis c'est pas supposé d'être de même. Puis je me dis, tu sais, oui, OK, l'automatisation, c'est vraiment nice, mais c'est dans le but que je puisse être présent avec des gens que j'affectionne, que j'aime, tu sais. En vrai, là, que je suis capable de les voir, là. Je suis pas juste derrière un écran, tu sais. Parce que j'ai le temps de faire ça. Je comprends. Tu as le temps de prendre du temps pour ce monde-là, pour de vrai, puis pas juste en robot parce que tu n'as plus d'énergie. Tu as le temps d'être activement avec eux, là, dans le fond. C'est ça, mais c'est paradoxal. Ouais. Parce qu'en même temps, je me dis, bon, ben, moi, je suis pas quelqu'un qui écoute la TV, tu sais. Mais je suis quelqu'un qui automatise. Mais rendu le soir, qu'est-ce que je fais? J'ai plus rien à faire. Enfin, je vais aller avec des amis, je vais développer des relations, tu sais. Puis je pense que la force d'un entrepreneur, c'est ses relations. Puis quand tu as des belles relations, tu as une belle business. Mais si tu écoutes la TV 4 heures par soir, ça se peut que ta business en prenne une claque. T'sais. Comme ça se peut que ça se porte super bien. Oui. Mais en tout cas, C'est un autre sujet. Je vois ce que tu veux dire. Non, c'est vraiment intéressant. C'est cool. All right. Cool! Ben, si jamais, il y a du monde qui nous écoute, là, avec quelle sorte de clients tu travailles? Puis qu'est-ce que... Là, tu parlais tantôt d'une offre qui est plus complète. À quoi ça ressemble? Peux-tu nous en parler un peu plus? Parce que là, on a parlé de tellement de facettes d'automatisation. Puis je suis pas mal certain que si je suis tanné d'écouter la télé 4 heures par jour, t'es peut-être pas la bonne personne. Ouais, non. Mais pour la business, pour l'automatisation, comment ça marche? Qu'est-ce que tu fais comme service? Ça ressemble à quoi tes clients en ce moment par rapport à ça? Ben, je travaille seulement avec les entrepreneurs de services sur le web ou qui désirent s'implanter sur le web. Fait que, essentiellement, lorsque je discute avec le client, c'est souvent quelqu'un qui n'aime pas la technologie. Il connaît l'avantage là, des tunnels de conversion, funnel de vente, peu importe comment on l'appelle. Là. Il connaît cet avantage-là. Il sait que ça serait un grand avantage à avoir dans son entreprise, puis il est rendu là. Il est conscient de ça. Maintenant, travailler avec cette personne-là, bon, comme je disais, c'est quelqu'un qui n'aime pas la technologie, fait qu'on va y offrir d'implanter à 100% le funnel de vente. OK, à sa place. Là. À sa place, ouais. On va utiliser l'outil qui va quasiment nous demander. On va y proposer un panel d'outils. On va piger dans elle qui est le plus abordable pour lui puis qui respecte plus ce qu'il veut faire dans le futur. Mettons, tu sais, s'il n'y a pas besoin d'un espace membre pour une formation en ligne, ben on ne va pas y faire payer le gros outil à $200 OK, je comprends. qui propose la formation en ligne. T'sais, on va aller dans une solution plus abordable à 50-80$. Qui est plus adapté. Là. Adapté au client, oui. Fait qu'on personnalise un peu OK. dans cet aspect-là. Fait qu'on va retirer l'automatisation pour laisser place à une personnalisation pour chouchouter encore là un peu plus le client. Fait qu'on va faire le funnel de vente au complet pour lui. S'il a besoin de réfléchir à son offre, parce que des fois, on arrive avec un client qui dit « Bon, ben moi, je vais offrir ça. » On se rend compte que, par rapport au coût d'implémentation, l'investissement requis pour le funnel versus son offre, ça va être vraiment long avant qu'il y ait un retour sur investissement positif. Fait qu'on va l'inviter à réfléchir sur son offre, mais on peut l'aider là-dedans. OK. Fait que c'est un service connexe, un peu en bonus qu'on offre. Parce genre d'accompagnement stratégique. Qu'est-ce que je vais vendre en ligne, de quelle façon? Oui, exactement. Okay. Parce que, tu sais, mettons que la personne est déjà en ligne, c'est un peu plus facile, mais quand la personne fait la transition en présentiel en ligne, souvent, il y a beaucoup de barrières psychologiques et de croyances limitantes reliées à l'automatisation puis au funnel de vente. Elle que j'entends souvent, c'est le monde, vont-tu vraiment cliquer sur mon lien pour acheter, tu sais, pendant que je suis pas là, mettons qu'ils font un webinaire. Ouais. Tu sais, nous autres, on le sait, que le monde clique. Ça va marcher. Mais les autres, ils se disent, je suis pas là, tu sais. Puis ils se sentent mal de pas être là. Je comprends. Parce que souvent, avant, ils étaient employés. Fait qu'ils se disent, si je suis pas là puis je fais de l'argent, comment ça se fait? Puis ils vont se dévaloriser puis ils vont charger 15$ de l'heure au lieu de charger à forfait ou, tu sais, à la valeur. Ouais. Fait qu'on va brainstormer avec eux autres, on va implanter le funnel, puis on va offrir aussi une analyse des résultats sur le funnel. Parce que, oui, OK, c'est notre expertise d'implanter ça, mais est-ce qu'il va marcher? Je ne le sais pas. Je ne peux pas le savoir. Tu sais, 2 personnes avec les mêmes niches, le même client cible, vont avoir 2 résultats complètement différents. Ouais. Fait qu'on va analyser les données, puis on va réoptimiser par-dessus par rapport à ça. Pour que le client puisse quitter l'offre avec nous autres au bout de 3 mois. L'accompagnement est sur 3 mois. Puis quitter ça, puis se dire, bon, ben au moins, je sais que j'ai un funnel qui fonctionne, qui a été analysé, puis
qui a été optimisé pour que ça ait une bonne structure. Que ça donne des bons résultats pour le client. Là. Exactement. Fait qu'à la fin de l'accompagnement, la personne va ressortir avec un funnel complet. Donc, toute l'étape où ce que la personne, mettons, elle propose un outil gratuit, un webinaire, un appel découverte, peu importe, quelque chose de gratuit, bref, pour attirer l'étape d'attraction jusqu'à l'étape de conversion, fait que, où il y a une transaction financière avec la vente. Puis, on va aller jusqu'à automatiser derrière la vente. Mettons que c'est une formation en ligne pour envoyer les accès à la personne. Si c'est un accompagnement présentiel, pour envoyer toutes les informations nécessaires. Si c'est des consultations, encore là, pour envoyer les informations nécessaires. Cool. Mais tu vois la nuance, c'est qu'on ne le fait pas avec de la publicité. Parce qu'on a remarqué que la plupart des gens qu'on attire, puis la définition de mon client cible, à proprement dit, cible en organique plus. OK. Puis, comme je vise une clientèle qui est un peu plus en transition ou débutante ou pas trop sûr de où ce qui s'en va, je ne veux pas leur imposer de devoir investir en publicité, un budget marketing, parce qu'ils ne vont pas le percevoir comme un investissement, mais comme une dépense. Oui, puis ce ne sera pas nécessairement rentable pour eux, surtout si, comme tu dis, ils sont à leur premier, ils sont à leur début, puis ils ne sont pas certains de leur offre, c'est encore en train de s'ajuster. C'est vraiment bon de commencer de façon organique. Là. C'est ça. Ouais, OK, super. Fait que tu sais, c'est vraiment la nuance, parce que toutes les personnes que j'ai passées en appel me disent « Fais-tu de la pub? » Non. Non, puis ils ne sont pas rendus à cette étape-là non plus. Là. Mais souvent, tu penches puis tu dis « Bon, je vais te faire une stratégie. » Mais tu sais, au fond de toi, tu te dis « Maudit que j'aimerais ça te dire que faire en organique, pète-toi les dents un peu. Tu sais, optimise certains trucs. » Je suis encore en étape d'optimiser. Là. Dans 5 ans, je vais encore optimiser des trucs parce que justement, mon automatisation n'est pas à 100% définie parce que mon client cible est en continuelle évolution, exact. Malade. Oui, puis c'est de quoi aussi qu'on voit à notre bord. Souvent, il y a des entrepreneurs qui nous approchent qui n'ont pas nécessairement encore établi de marché ou d'offres spécifiques ou qui pensent l'avoir, puis c'est bien correct, mais que sont comme à un niveau 0, puis elle va encore évoluer à un niveau 1, là, si je peux dire. Elle est encore embryonnaire, puis tu sais, de la publicité puis une stratégie de pub, c'est prendre ton angle marketing puis le pousser x100 ou x1000. Ouais. Fait que si tu es 1 degré à côté, ben tu pousses x100 ou x1000 puis tout ce que ça fait, c'est dévoiler vraiment rapidement que c'était pas la bonne chose à faire. C'est ça, pareil. Tu sais, il faut être vraiment sur le bon degré, puis je pense que c'est vraiment ça que tu amènes. Dans le fond, tu amènes ce degré-là de précision puis cette optimisation-là derrière pour se dire OK, on va travailler sur l'offre pour que ce soit vraiment solide puis que le processus, ton funnel, fait que de passer d'un total inconnu à un client qui achète puis qui est fasciné ou qui est super content du service, ben, fonctionne bien, soit vraiment solide. Puis l'étape d'après, ce serait de la pub. Là. Exact. Puis, tu sais, où ce que j'ai été ajouté, parce que j'ai changé des trucs dans mon offre, ça fait même pas 3 semaines de ça, c'est justement l'analyse. Je me suis dit, si j'offre un funnel en organique, comment je peux savoir qu'on va pouvoir le mettre en pub après? C'est en analysant les données du trafic en organique avec un échantillonnage assez élevé, genre une centaine de personnes, peut-être voire plus. Mais au moins, ça me prouve que si je le mets en pub, peut-être que je ne me pèterai pas les dents. Puis au moins, ben, je vais avoir récolté avec le client une banque de données qui va me permettre de kickstart un peu, si je peux dire, là, de pouvoir partir en pub, pas à partir de zéro, tu sais. Pas avec le ciblage là, de comportement puis de démographie, vraiment avec quelque chose de solide. Là, un audience similaire à ce qu'ils ont déjà. Ce qui va permettre à la personne souvent de réduire ses coûts de dépenses marketing. Là. Fantastique. Fait que, mettons, quelqu'un nous écoute en ce moment puis se dit « Damn, je suis en train de monter peut-être mes services en ligne ou je commence mais je suis pas encore solide. Je voudrais être capable de faire passer des purs inconnus à clients de façon 99% automatique. » Comment est-ce qu'on prend contact avec toi? Comment ça fonctionne? On va sur ton site web? Non, LinkedIn. Oh oh! Je teste ça maintenant. Ah ouais? Ouais, ça va être sur LinkedIn. Il y a un onglet dans l'info où ce que là, je présente là, qu'on peut prendre un appel ensemble pour discuter, voir si ce que la personne recherche, je suis capable d'y livrer. OK. Puis voir aussi si c'est un bon fit. Fait que, ouais, par LinkedIn. Fait qu'on te contacte sur LinkedIn. Ouais, LinkedIn, Sébastien Caron. Malade. OK, on va faire ça dans ce cas-là. Ben, un gros merci à toi. Un gros merci à toi d'être venu ici puis d'avoir fait ce deuxième épisode en vidéo. C'était vraiment malade. Puis je suis certain que le monde qui nous écoute va en avoir sorti avec des super conseils. Puis aussi, il y a aussi une bonne réflexion sur où est-ce qu'on s'en va. C'est limite philosophique, notre affaire en tant que société dans la conciliation travail puis
vie autre, puis comment qu'on intègre les deux d'une façon intelligente, puis comment on est capable de travailler de plus en plus intelligemment, puis dans le fond, de moins en moins travailler pour rien. Exactement. Fait que c'est vraiment intéressant, puis au plaisir, j'aimerais vraiment ça continuer la discussion avec toi une autre fois sur un autre épisode, voir où est-ce que tu es rendu. Pour finir, un gros merci au studio SF qui héberge physiquement le podcast. Puis pour vrai, c'est le deuxième qu'on tourne ici, puis c'est malade. Fait que si jamais vous avez un projet de podcast, n'hésitez surtout pas à les contacter. Ça va être dans les infos. Puis sinon, on se retrouve dans un autre épisode. Merci beaucoup. Merci, Charles. Salut.